Attention. Donc, On sait comment il a su que c'était des développeurs nord-coréens qui l'ont aidé? Ça a leak sur les réseaux, mais je me rappelle plus. Ok. Parce que, Ça a leak. parce que l'objectif des développeurs nord-coréens, alors on ne sait pas s'ils étaient liés à Lazarus, qu'il y a un groupe de hackers, etc. Mais c'est quoi? C'est de mettre un pied dans Cosmos, c'est de Ah bah non, pouvoir, mais en fait, leur rôle, généralement, c'est de créer des backdoors. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ils implémentent ton truc, et après, derrière, bon, ils peuvent se... Donc, si, par exemple, tu te fais hacker ton compte, même si tu es en staking, qui normalement te sécurise, parce que bah, du coup, tu le vois, tu vois qu'il y a une transaction qui a été faite de genre quelqu'un qui enlève ton staking, il te bourrine un tas de transactions en fait au moment même où il y a le truc, et du coup, bah, il récupère. Et surtout, il fout des gaz assez élevés pour être sûr de récupérer. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Adrien Faguet, cofondateur de StakeLab et fondateur de Junction. On va parler de Cosmos, de l'état de l'écosystème, du futur aussi de Cosmos, et on va parler du projet qu'il est en train de construire. Adrien, bienvenue, je te laisse te présenter en quelques phrases. Merci, du coup, enchanté et ravi de pouvoir discuter un peu sur le podcast. Du coup, moi, Adrien, j'ai été un peu longtemps dans la crypto, ça fait à peu près 10 ans maintenant, j'ai commencé en 2014 je crois, où j'avais eu la chance de connaître des personnes qui étaient investies dans les cryptos à ce moment-là. Je pense que c'est un peu le lien de tout le monde, c'est à quel moment tu as connu quelqu'un qui t'y a initié. Donc moi après, c'était vraiment la découverte initiale. Quand j'ai lu le white paper de Bitcoin, je me suis dit bon, c'est clair et net, hein, j'adore le système. J'aimais pas le système bancaire, donc ça convenait clairement à mes valeurs, on va dire. Toi, tu t'es dit directement quand tu as lu pour la première fois, tu t'es dit... souvent, on lit puis on se dit ouais, ok, c'est intéressant, mais sans plus, j'y reviendrai plus tard. Toi, non, en fait, ça faisait sens parce que moi, j'aimais pas du coup tous les trucs très bancaires, classiques. Je me suis toujours demandé en fait pourquoi tout n'était pas digital, mais en même temps, moi à ce moment-là, dans la vie, en 2014, je jouais aux jeux vidéo, j'étais joueur professionnel sur League of Legends, et voilà, je ne vivais que dans le digital. Donc pour moi, je ne voyais pas le sens d'aller dans une banque, rencontrer des gens. Tout ça pour moi, ça devait être digital. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est exceptionnel. Et forcément, le Dogecoin représentait bien ma vision des choses, la tête de chien, la même culture, Internet, tout ça. Donc je suis vraiment tombé amoureux à ce moment-là. Et je suis vraiment tombé dedans à comprendre plus que juste le côté investir parce que j'y crois, je crois en ça. En 2017, du coup, j'ai rejoint Ledger parce que je connaissais donc David Ballan, qui était un des cofondateurs de Ledger, qui était du coup basé sur Vierzon. C'était vraiment la zone de production, du coup, logistique, etc. Et donc c'était lui qui m'avait initié à la crypto en 2014. Et quand il a eu une petite place, il m'a dit genre, est-ce que ça te dit de venir? C'est pas grand chose, hein, c'est pour expédier des colis. Et je dis, moi, je m'en fous, genre, je veux vraiment faire partie du jeu. Et puis je les ai rejoints et j'ai monté les échelons petit à petit. J'étais dans les premiers employés, du coup, à ce moment-là, en 2017. J'ai commencé. Ok, et du coup, tu avais arrêté t'étais plus joueur pro de League of Legends? Non, du coup, j'avais arrêté, j'avais fait ma rupture jeu vidéo pour me remettre un peu dans la vraie vie. C'est-à-dire, genre, me réadapter, c'est-à-dire aller même dans un magasin, des trucs tout con, hein, mais quand tu passes 18 heures par jour à jouer dans une salle enfermée avec des conditions de vie pas très saines, forcément au bout d'un moment, je pense que ton corps et ton cerveau ils fonctionnent un peu moins bien. Il fallait se réadapter à la vraie vie. T'arrivais à en vivre du coup Ouais, alors on est à la fin. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai arrêté, c'est le moment où ils ont commencé à avoir les premiers contrats. On commençait à tomber sur un SMIC à peu près par mois, plus les gains des tournois. Donc là, on commençait à en vivre. Avant, il faut bien savoir qu'on ne gagnait pas d'argent, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Et le seul truc qu'ils nous donnaient, c'était du matériel pour jouer et les gains des tournois. Donc à l'époque, c'était pas très lucratif. Et ça allait très vite. Et après, on parle maintenant en millions, bien sûr. Ouais. Et du coup, tu arrives à Ledger, tu prépares des colis. Ouais. Et après? Alors, je prépare des colis et c'est complètement ouf parce que du coup, tout va très vite. Hein. On parle d'expédier 100 colis par jour en quelques semaines, mois, parce que du coup, je suis arrivé en 2017, c'est là où ça a explosé, je sais plus, des 10 000 à peu près par jour. C'était n'importe quoi. Et donc, il a fallu qu'on grandisse très vite via toute cette croissance, donc logistiquement parlant, parce qu'on expédie dans le monde entier, comprendre les règles logistiques, vraiment tout implémenter, et surtout comment on va produire autant que ça, quoi. Donc, on est obligé d'aller à Shenzhen pour récupérer justement et importer la plupart des matériaux, mais aussi les faire produire pour aller plus vite, parce que du coup, quand tu as 1 million de commandes et que normalement ton estimation c'est d'en créer genre 10 000,
tu peux pas les faire à la main, quoi. Donc faut commencer à outsourcer. Et donc là, on a vraiment créé le pôle logistique et c'est là où en fait je suis passé mais en quelques semaines. Hein. C'est vraiment, je suis arrivé, j'ai envoyé 3-4 colis, j'ai dit ok, là je vois un peu, je commence à comprendre comment ça marche et bon bah il faut tout ça dans la logistique. Du coup, on était deux et on est parti sur un pôle logistique qu'on a créé. Donc tout l'import-export de Ledger, principalement, on était deux à l'avoir créé à ce moment-là, quoi. Et après, forcément, on continuait tout ce qui était trading, etc. Donc on était vachement investis. Et plus que ça, moi je m'intéressais à l'écosystème, la blockchain, comment ça fonctionne, quels sont les projets. Et je suis arrivé à un coup de cœur qui était interne initialement chez Ledger, c'était de Cosmos, qui était très envié par deux cofondateurs, Eric Larchevêque et Thomas France, qui étaient vraiment passionnés de cette thèse, un peu genre décentralisée, tout ça, et un peu l'internet du futur, quoi. L'internet des blockchains. Tout soit connecté avec un système de messages qui fonctionne que entre eux, quoi. Et bien sûr, bien plus encore maintenant. Et donc voilà, je me suis un peu bootstrapé là-dedans et ensuite, du coup, j'ai changé de rôle. Au bout d'un moment, en fait, vu que j'étais tellement passionné en fait par toute cette partie blockchain, relation avec les personnes, parce que du coup, parler avec les fondations, parler avec les projets, c'est là où j'ai commencé à créer aussi mon propre premier projet en dehors du travail, qui s'appelle StakeLab. Et du coup, en fait, ça faisait sens parce que je connaissais toutes les personnes mieux que la plupart des personnes de la boîte. Donc, j'ai pris un rôle de développeur advocate, qui est vraiment en fait mise en relation des fondations, des blockchains externes avec nos développeurs pour justement créer des applications sur le Nano, du coup, donc le Ledger Nano, pour qu'ensuite on puisse les voir dans le Ledger Live, qu'on puisse les utiliser avec de la DeFi, etc., quoi. Ok, donc là, pas spécifique à Cosmos, du coup, pour le coup. Non, là, c'était vraiment toutes les blockchains. Mais du coup, j'avais un point d'entrée qui était quand même déjà assez bien, parce que ça faisait sens, c'était le moment où ça explosait, où il y avait toutes les blockchains qui se créaient sur Cosmos, et du coup, ça faisait sens. Ok. Du coup, Cosmos, si tu dois nous résumer un petit peu ce que c'est à l'origine, donc tu as parlé d'Internet des blockchains. Cosmos, si je ne dis pas de bêtises, ça date de 2014, le white paper notamment, le Jaekwon et Ethan, pardon. Et donc l'objectif de Cosmos, c'est, ils avaient déjà anticipé à l'époque en 2014, alors même qu'Ethereum n'était même pas encore lancé, les problématiques en fait d'interconnectivité entre les différentes blockchains. Ouais. Comment est-ce que toi tu résumerais un peu Cosmos dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas exactement l'écosystème? Ouais. Du coup, c'est vrai que, même quand on regarde, que ce soit Jay justement ou même Ethan, ils ont quand même travaillé avec Vitalik, etc. Je crois que c'était dans la partie recherche. Genre Jay, il était dans une partie recherche où il y avait justement Vitalik, Gavin, etc. Et il y avait ce côté où très classique de une blockchain pour toutes les applications, Ethereum, etc. Et eux, ils avaient justement leur thématique de non, justement, en fait, tout ne fonctionnera pas sur une blockchain, il faut que ça soit plus applicatif. Et du coup, chaque blockchain aura son application. Voilà, c'est une thèse qui est assez logique, mais sur du scaling, donc quelque chose qui va aller sur du plus long terme. C'est-à-dire que, Ethereum, comme on l'a vu, au bout d'un moment, ça arrive et ça congestionne. Et le problème, c'est que si ça congestionne, les frais sont trop élevés, tu as que certaines personnes qui vont vraiment pouvoir utiliser le protocole, et ça fout un peu le bordel. Alors que dans le cas où, justement, tu as une application qui explose, donc il y a vraiment énormément de volume, le fait qu'elle crée sa chaîne, on enlève du coup toutes ces transactions qui sont reliées à justement une blockchain qui va uniquement être faite pour ça, et ensuite tu peux l'interconnecter avec une autre pour tous les cas d'usage. Donc forcément, c'est des visions un peu différentes, et eux ils ont décidé de partir sur celle-là. Le premier truc en fait, c'est vraiment l'interconnectivité, comme on disait, donc une blockchain initiale, donc le Cosmos Hub, celle qu'ils ont créée en fait pour cette vision-là, donc basée sur le Cosmos SDK, parce que ça aussi ça fait partie de leur vision, c'était avoir une blockchain et un outillage, on va dire, pour justement construire des blockchains à la volée. C'est-à-dire qu'on ne va plus essayer de créer des choses différentes, on va utiliser une base avec plein de modules à l'intérieur, comme des petits Lego, et ensuite, si toi tu veux prendre la base, la structure, tu peux ensuite choisir tes petits Lego que tu vas mettre. Donc est-ce que je veux ce module-là, est-ce que je veux celui-ci, etc. Donc il y a une base, évidemment, et ensuite tu déploies tes applications soit en plus, ou juste tu améliores celle qui est initiale et les gens peuvent l'utiliser ensuite. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça permet justement ce côté scaling. C'est-à-dire que si même un projet à côté développe
son propre module, les autres peuvent l'utiliser aussi, vu que ça fonctionne en fait. Si c'est sur la même version, il n'y a pas de problème. Donc c'est un modèle qui marche mieux parce que forcément plus il y a de gens qui travaillent, plus ça peut juste se développer, chacun utilise ses petites briques. Et aussi avoir la même structure, ça permet aussi, pas comme certains networks comme Avalanche ou autres, ils sont partis sur des systèmes d'interconnexion, ou l'interopérabilité comme on dit, où justement tout était de façon un peu customisée. Donc en fait, chaque blockchain pour communiquer entre elles va avoir des spécificités et ne vont pas avoir la même chose. Alors que sur Cosmos, ils ont fait du coup IBC, qui était dans l'idée initiale, donc une première blockchain Cosmos Hub, et ensuite si je veux en déployer d'autres, parce que du coup c'est quand même l'idée, mais il faut un moyen pour elles de communiquer. Donc ils ont créé IBC, et IBC du coup c'est un truc très simple où j'ai une blockchain A et une blockchain B, je vais du coup avoir un peu comme des petites boîtes où tu vas déposer. Je dépose par exemple 10 atomes qui partent de ma blockchain, et je le bloque d'un côté, et derrière je l'émets de l'autre côté. Bon, c'est un truc qui est... Avec le Cosmos Hub au milieu, quoi, en gros. Ouais. C'est ça. Alors après, bon, bien sûr, vient le problème que du coup, tu peux ensuite avoir des problèmes de channel, parce qu'à chaque fois, en fait, tu ouvres un channel pour communiquer, mais les gens, ils peuvent en créer autant qu'ils veulent, des channels. Donc après, si c'est mal géré, on va dire, par tout l'écosystème, donc les wallets, etc., ça aurait pu être le bordel. Et initialement, c'était le bordel, parce que du coup... on expérimentait, quoi. Et du coup, il y avait des gens qui envoyaient, je sais pas, des dizaines de millions via un channel. Le channel expirait parce que plus personne ne le supportait. Et du coup, il y avait les 10 millions qui étaient bloqués. Ensuite, il fallait relancer justement les channels en question. Donc là, il y avait les relayers qui venaient justement se coordonner là-dessus pour relancer les connexions et essayer de débloquer en fait l'argent. Mais maintenant, ça se gère beaucoup mieux. C'est beaucoup plus cadré. Ça se fait vraiment direct fondation, validateur et relayeur. Donc c'est toutes ces parties-là. Et du coup, maintenant, ça fonctionne vraiment bien. Et surtout, les wallets le fonctionnent bien. Et un truc qui a changé aussi, c'est parce que si tu partais d'une blockchain A à une blockchain B, puis à une blockchain C, tu avais un dénominateur spécifique. Et si tu faisais blockchain A à blockchain C directement, c'était encore un autre dénominateur parce que du coup, ça passait pas par la même route, quoi. Maintenant, tout est géré par le wallet. Il va vraiment router de la bonne façon pour à chaque fois sortir le bon dénominateur. Ouais. Et du coup, le travail qui a été fait. Le Cosmos Hub, en fait, c'est vraiment la structure sur laquelle va se baser toutes les autres blockchains autour de Cosmos. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'application sur Cosmos pour le coup. Il n'y a pas d'application en fait. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas? Il me semble que oui, parce que l'objectif c'est de faire vraiment quelque chose de minimaliste, qui soit aussi résistant aux attaques, enfin qui ait le moins de surface d'attaque possible, etc. Parce que c'est Cosmos qui va sécuriser toutes les chaînes qui gravitent autour du hub. Ouais, alors ça c'était la deuxième vision du coup. Alors première vision, blockchain, donc le Cosmos Hub, pour montrer justement la partie du SDK et commencer à développer dessus. Ensuite, connexion avec les autres blockchains, parce que du coup on peut en créer à la volée. Donc là c'était la première théorie. C'était montrer en gros, moi je l'ai vu un peu comme ça, alors je sais pas si c'est la bonne vision, mais moi je pense que c'est comme ça que je le vois. Ils ont voulu montrer que la théorie de l'AppChain fonctionnait. Donc l'AppChain, c'est ce qu'on disait, c'est chaque blockchain a une use case spécifique. Et du coup, si par exemple tu veux créer un protocole de lending borrowing, tu crées une blockchain et du coup les autres blockchains vont venir se connecter avec toi pour récupérer cette activité. Donc, par exemple, je suis le Cosmos Hub, je veux faire du lending borrowing de Atom. Et du coup, je vais avoir une nouvelle blockchain. On va dire par exemple, je sais pas, Yumi qu'en était une, il y a aussi Mars Protocol par exemple. Je vais lui envoyer des messages et lui dire tiens, regarde, moi je veux ça, est-ce que tu peux le faire pour moi? C'est exactement comme si ça fonctionnait sur la blockchain, mais du coup tu viens l'outsourcer en fait, sur une autre blockchain. Donc ils ont lancé ça, il y a eu, je crois en un an, je sais pas, j'ai une 60aine de blockchains qui ont été créées, donc ça a explosé, c'était le boule pour Atom, on était monté à $40, c'était la folie, tout le monde était vraiment, genre ça y est, en plus c'était vraiment le bear market, donc tout s'écrasait, sauf Atom qui était en run tout seul. Donc là, forcément, nous, on était waouh, genre, ça y est, la vision, enfin, on a gagné, on a montré que ça marchait. Et en fait, le problème, c'est que c'est vraiment spécifique. Donc, c'est-à-dire que c'était trop tôt. Il n'y avait vraiment pas une preuve que tout ça fonctionnait. On a montré que ça fonctionnait sur le papier, mais il faut de l'activité ensuite pour que ça fonctionne. Donc là, il y avait une pseudo-activité qui était créée par le fait de l'émergence, le fait que c'est le seul écosystème qui tient un peu sur le marché. Donc il y avait un peu d'activité, mais quand ça s'est arrêté, en plus avec le crash de Luna, UST, etc., en fait, tout s'est écrasé et en fait, on s'est rendu compte que
bah, ça coûtait cher en fait à faire tourner des blockchains s'il n'y a pas d'activité, parce qu'en fait, tu as un set de validateurs, faut les rémunérer, il y a une inflation du coup pour qu'ils soient rémunérés, et du coup, bah, ça pose problème quoi. Et là, ils se sont dit, bon, bah, il faut une nouvelle version à ça quand même. C'est de dire, bah, Atom, c'est quand même le cœur de tout ça, avec le Cosmos Hub, la blockchain initiale. Ils veulent en faire un centre de liquidité, mais aussi de sécurisation. Donc ça, c'était ce que justement tu disais. Et ils se sont dit, bah, on va créer justement cette partie-là, qui s'appelle ICS, qui permet justement de connecter ces blockchains-là directement au Cosmos Hub, donc pas pour le transfert je sais pas, de jetons ou ce qu'on veut, mais vraiment pour la sécurisation. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin en fait de sécuriser avec mon token, etc. J'utilise la sécurité d'Atom et je le paye en gros, entre guillemets, un frais pour ça. Donc un frais, ça peut être, je sais pas, un pourcentage de l'inflation, ça peut être une partie de tes tokens, ça peut être un pourcentage des revenus du protocole ou quoi que ce soit. C'est un peu Eigenlayer avant l'heure. Ouais, bah clairement, c'est un peu le même système, un peu différent. Parce qu'il n'y a pas les fonctionnalités restaking, machin que ça. Bon, après, ça reste toujours des grands mots, je trouve, mais en soi, l'idée, c'est vraiment juste de réduire tous ces coûts externes, les assimiler plus sur le set du hub et lui donner de la valeur. Parce que la problématique qu'ont certaines blockchains, c'est qu'effectivement, elles passent plus de temps à trouver des validateurs, à sécuriser leur blockchain, que plutôt à développer les applications ou l'application qu'elles veulent développer sur leur chaîne. Ouais. Et donc c'est ce que permet l'ICS, du coup, de Cosmos. Ouais, alors du coup, tu te links toujours avec les validateurs du Cosmos Hub pour ce cas-là. Après, tu as quand même tes validateurs qui deviennent, du coup, dans ce cas-là, plus des gouverneurs. Dans certains cas, où c'est en fait, tu as encore le jeton, tu as la possibilité de le staker, et en fait, c'est vraiment pour avoir cette part de gouvernance et toujours l'avoir en mode souverain. C'est-à-dire que c'est pas la gouvernance d'Atom qui va prendre le dessus. Ils vont juste gérer la partie sécurité, en fait, quoi, pour le protocole. Mais du coup, ouais, voilà, tu gardes quand même cette partie. Il y a toujours les validateurs, il y a toujours la chaîne à faire tourner. Donc il y a quand même des trucs. Après, c'est pas obligé d'être le même set. Ça peut être un set complètement différent. Ok. C'est ça qui est un peu mieux, quoi, dans le nouveau modèle, on va dire. Ok, on parlera après de l'ICS 2.0, parce qu'il y a une nouvelle version qui va changer un petit peu les règles du jeu. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu, tu parlais de Terra. Donc Terra qui était une blockchain de Cosmos, Ouais. du Cosmos Hub, et l'impact que ça a pu avoir sur l'écosystème. Comment toi tu l'as vécu, puisque avec StakeLab, pour le coup, toi tu es au cœur des validateurs. Parce que si tu peux rappeler un petit peu ce que fait StakeLab. Ouais. StakeLab, en fait, c'est une boîte d'infrastructure. Donc en gros, on lance des serveurs qui viennent sécuriser la blockchain. En fait, on a un serveur, on lance le protocole dedans. Donc après, il y a plusieurs choix. Donc quand on lance un nœud, ce qu'on appelle un nœud, hein, ça s'appelle comme ça, il n'y a pas de validation de blocs. C'est juste, voilà, je fais tourner le registre de la blockchain. Et ensuite, soit je le garde comme ça, et c'est ce qu'on appelle un full node, donc un nœud complet, où tu as en fait le registre à l'intérieur, tu peux envoyer des calls API pour récupérer justement les données qu'on veut, quel validateur, combien a cette balance, etc. Et ensuite, tu as une fonctionnalité où tu peux justement le tourner avec justement une clé d'opérateur pour justement le enregistrer en tant que validateur. Et dans ce cas-là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, par exemple, si ton nœud ne tourne plus, tu vas commencer à perdre des blocs. Et si tu perds des blocs, au bout d'un moment, tu vas te faire slasher. Et slasher, c'est tu vas te prendre un cut d'un pourcentage qui est déterminé par un paramètre de la blockchain. Et ça, du coup, c'est tous tes délégateurs qui vont en payer, on va dire. Parce que pour rappeler rapidement le principe d'Atom, c'est tu vas staker des atomes, ou tu vas déléguer des atomes. Tu vas stacker des atomes que tu vas déléguer à des validateurs, et donc si ces validateurs ne font pas le job, on va leur couper une partie de ces atomes qui sont stackés pour les inciter justement à bien faire le job, quoi. Mais il y a des modèles différents, hein. Sur Avalanche, j'aime bien le modèle, il n'y a pas de pénalité. Ils trouvent qu'il n'y a pas de slashing. Le slashing, c'est vraiment, tu as 100 atomes, si c'est 1%, tu perds un atome. Donc c'est quand même genre vachement... c'est un vrai punissement, quoi. Alors que sur Avalanche, par exemple, ils disent que on te fait rien perdre, mais on te fait pas gagner de reward. Et en fait, juste le fait de ne pas gagner de récompense, ça suffit en fait à ce que les gens soient vigilants et fassent le bon travail, quoi. Sur Atom, voilà, si par exemple nous, en tant que validateur, on met donc ce validateur à disposition, les gens ont une adresse où ils peuvent justement donc staker.
Donc sur Cosmos, on appelle ça délégué, parce qu'au final, on vient donner un pouvoir de vote. C'est pour ça aussi qu'ils parlent souvent de gouverneur un peu, parce que du coup, on a un pouvoir de vote qui reste vraiment en fait pour le délégateur. Hein. Donc si le délégateur vote oui et que moi je vote non avec mon validateur, c'est quand même son oui qui va prendre compte sur sa portion. Mais on va dire que pour toutes les personnes qui ne votent pas, nous, en fait, on va être leur voix, en fait, quoi, dans la gouvernance de la chaîne. Parce que quand quand moi, par exemple, je vais déléguer chez StakeLab mes atomes que j'ai sur Cosmos, je vais gagner un pourcentage de rendement. Un peu comme le staking sur Ethereum, on va me rémunérer, on va me donner une partie des atomes. Toi, le business model de StakeLab, c'est que tu gardes un pourcentage de commission, voilà, exactement. C'est commission, donc alors ça c'est aussi... il y avait pas mal de gens qui me demandaient, mais en gros, c'est pas, il n'y a pas des frais d'entrée et des frais de sortie. C'est vraiment, en fait, voilà, on met à disposition ces atomes. Le protocole rémunère à chaque bloc. Donc ça dépend, mais je crois... Sur Cosmos, c'est entre 1 à 6 secondes le bloc. Ça dépend des blockchains si elles sont plus ou moins rapides. Sur Cosmos, je crois que c'est 6 secondes. Et du coup, chaque bloc, on a des récompenses qui sont distribuées à tout le monde pour les délégateurs. Donc, le délégateur, il a par exemple 100 atomes, il vient les déléguer. Il a, je sais pas, par exemple 13% annuel. Bon, à la fin de l'année, il est censé avoir 13 atomes, quoi. Et après, nous, justement, sur tous ces blocs-là, on prend un pourcentage de commission avec un minimum, je crois, de 5% pour tous les validateurs. Et ensuite, bon, les gens décident de combien ils veulent mettre. Mais en gros, voilà. Du coup, au lieu de gagner 13, il prend 5%. Ok. Et ce pourcentage-là, il est calculé, ça, par rapport au nombre de personnes qui vont staker leur atome? Alors, tu as des paramètres dans la chaîne, donc le pourcentage minimum d'inflation et le maximum. Et du coup, ça vient déterminer, tu peux avoir un minimum à 0 et un maximum à 100. Si tu n'as pas de personnes qui stake sur la chaîne, donc on va dire que tu as un pourcentage de ce qu'ils appellent le bonding percentage, c'est combien de pourcentage de tous les atomes sont stakés ou ne le sont pas. Plus le pourcentage est élevé, plus on va se rapprocher d'un minimum inflation. Et après, tu as ce qu'on appelle un threshold. Et si tu dis par exemple à 70%, j'estime que ma chaîne est assez sécurisée, donc c'est-à-dire que si tu arrives à ces 70%, tu vas arriver justement au minimum de l'inflation, donc à 0% dans ce cas. Et l'idée en fait, c'est aussi ça, c'est via le biais par exemple d'ICS, etc., c'est de dire bon, c'est cool en fait. Mais en même temps, on émet quand même beaucoup de jetons annuellement. Hein. Actuellement, 13-14%, ça reste une très grosse inflation. Hein. C'est beaucoup plus que même sur l'euro ou des choses comme ça. Ça reste énorme. Donc, comment tu fais pour le réduire? Il faut trouver justement avec de la sécurisation de blockchain ou autres qui viennent, elles, payer. À terme, pourquoi pas. On pourrait dire que tous ces protocoles rapportent assez d'argent via toutes leurs utilités et les frais qu'ils viennent récupérer pour payer la sécurisation. Et dans ce cas-là, on pourrait en fait réduire l'inflation à 0. Et justement ne plus émettre d'atomes. L'atome servirait juste comme une sécurisation, en fait, voilà, tu le délègues, tu sécurises toutes les autres blockchains avec, et tu es rémunéré en fait pour cette partie-là, donc tous les protocoles rémunèrent et tu récupères en fait d'un peu partout, quoi. Ça serait l'idée à long terme, on y est pas. Ok, on en reparlera un petit peu après, et je voulais revenir, parce que j'en parlais juste avant, sur comment tu as vécu toi le crash de Terra, donc de la blockchain Terra. Comment est-ce que... partage-nous un peu ce que vous avez pu vivre, vous, en étant à l'intérieur du système. C'était assez exceptionnel. Hein. Alors déjà, il y a un premier cap, je pense, qui est intéressant. C'est... il y avait Osmosis qui était un peu, et qui est toujours d'ailleurs le cœur un peu DeFi de l'écosystème, donc c'est un peu le cœur de liquidité, on va dire. Osmosis, c'est quoi, juste pour ceux qui savent? Osmosis, du coup, c'est une blockchain basée sur le Cosmos SDK qui a créé justement une sorte de gros DEX. C'est le DEX de Cosmos, le plus gros AAM, donc le centre de liquidité où les gens en fait viennent créer leur propre pool, échanger des tokens, etc. Donc c'est vraiment tout transit principalement en fait sur Osmosis. Voilà. Donc forcément, comme je disais, c'est le cœur de liquidité de DeFi, on va dire, de l'écosystème. Et il y avait justement, et c'est là où on voit que la gouvernance est quand même hyper importante. Il y avait ces discussions de est-ce qu'on crée justement des pools avec tous les tokens, donc Atom, Osmosis, etc. Est-ce qu'on les backerait pas en fait avec des pools UST? Parce qu'à l'époque, UST, ça rapportait quand même 20%. C'était énorme. Vous vous êtes pas dit, il y a un problème? Alors, c'est ça que je trouve complètement ouf. C'est que justement, les décisions sont allées hyper vite. Je crois que les propositions, donc à passer par le forum, mais bon, honnêtement, quand on a 700 et quelques, c'est quand même compliqué de tout suivre. Et surtout sur des sujets aussi complexes, surtout de risques, on va dire. Hein, voilà, ils ont clairement
tous voté pour aller dans le sens de il faut qu'on crée des pools UST et il faut qu'on back tout en fait avec l'UST. C'est genre le stablecoin, parce qu'on n'avait pas de stablecoin, c'était ça le problème. Il n'y avait aucun stablecoin. Le seul qui existait pour Cosmos, c'était l'UST. Donc t'imagines, toutes les pools, c'était backé avec de l'Atom, donc Atom Osmo, Atom Wawa, tout ce que tu veux. Mais du coup, il n'y avait pas de stablecoin. Donc comment tu fais pour vraiment gérer un peu tes positions, tes liquidités? C'est compliqué à chaque fois de faire un lien avec un... Et comment ça se fait qu'il n'y avait pas... Enfin, pourquoi est-ce que Tether ou autres sont pas allés sur Cosmos? Ils sont allés, mais genre beaucoup plus tard. C'est arrivé l'année dernière, quoi. L'année dernière, il y a eu Tether et Noble. Noble qui émet justement les USDC de Circle. Donc c'est une blockchain aussi, Cosmos. Mais alors du coup, je suis petit aparté, etc. Du coup, tout s'est backé sur l'UST. Donc tout le centre de liquidité stable, c'était sur l'UST. C'était incroyable. Et ils ont voté ça. Et du coup, on est parti sur... voilà, il y avait des milliards qui rentraient parce que du coup, la liquidité est rentrée très vite. Ça, c'était incroyable. Tout a explosé. Tous les jetons de Cosmos ont explosé. C'est ce moment-là, du coup, tout a monté à peu près $40. Et c'est là où justement aussi nous, en tant que validateurs, c'était très lucratif parce que du coup, tout explosait. Donc les tokens étaient hyper valués. En plus, on était sur le début, donc les blockchains avaient des inflations très élevées. Donc on envoyait beaucoup d'argent. Hein. Mais quand je dis beaucoup d'argent, je connais beaucoup de validateurs. Même nous, je crois qu'on était sur une ou deux blockchains. Même sur une blockchain, ça dépend laquelle, mais on devait sur du 5-6 000 dollars par jour. Et quand tu commences ton business, que tu as 5-6 000 dollars par jour, tu es là, genre, mais qu'est-ce qui se passe quoi, genre, à quel moment ça va s'effondrer surtout, genre, comment je gère ça? Et du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, on avait l'UST, donc les gens, même les validateurs, ils mettaient tout en UST. Et j'ai connu beaucoup de validateurs qui ont eu beaucoup de problèmes, parce qu'au moment où il y a eu le crash, donc tous les tokens se sont éclatés la gueule, parce que tout était backé par ça. Donc tout l'écosystème s'est écrasé. Nous, les validateurs, du coup, on ne gagnait quasi plus rien. Et ça a duré longtemps, hein, ça a duré une bonne année et demie où la plupart ne donnaient plus d'argent. On gagnait, genre, je sais pas, 10 euros par-ci par-là. Donc si tu n'avais pas fait des réserves, t'étais mal. Hein, il y en a beaucoup qui ont fermé. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Hein. Et beaucoup qui, justement, aussi ont très bien géré leur liquidité et qui, eux, maintenant, tournent très bien. Quoi. Ouais. Parce qu'à maintenir des serveurs comme ça, pour les gens qui ne sont pas du tout tech ou autre, ça représente combien quand tu dis vous gagnez 5-6 000 dollars par jour? C'est quoi? Ça représente un mois de maintien du... Alors non, en vrai, en plus, le pire, c'est que sur Cosmos, c'est très bien fait, parce que tout est pareil. Donc une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tout est très similaire. Les bases sont très similaires, il y a quand même des changements, mais c'est très similaire. Donc tu peux vraiment faire tourner, je sais pas, une dizaine, je dirais, de blockchain. Et en plus, si tu commences à automatiser, si tu commences à être bon en tech, tu automatises tout, tu peux faire tourner une dizaine de nœuds sur un seul serveur. Ça te coûte 100 à 200 euros par mois. Quoi. Ok. Bon, avant que tout le monde se lance dans la validation Cosmos, il faut savoir qu'il n'y en a que, 180. Il faut savoir aussi que c'était le début. Du coup, il y avait, on va dire, une facilité à rentrer dans le sens où si tu étais proactif et que tu travaillais à fond pour eux pour essayer de les aider, tu pouvais te faire une place. Quoi. Maintenant, ça reste beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des gros validateurs. Les grosses blockchains vont contacter que les gros validateurs. Donc, se faire une place, je pense que c'est toujours possible. Et honnêtement, en perso, je recommande, hein, si vous êtes tech et que vous aimez ça, genre allez-y. Hein. Si vous êtes du DevOps ou quoi, c'est top. Et je pense que le mieux, c'est juste choisir une blockchain avec une thématique qu'on aime bien, essayer de les aider à fond, créer des applications pour eux et se faire sa place. Voilà. Parce que sur Cosmos, il n'y a que 180 validateurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, sur le hub, ouais. Sur le hub, c'est ça, qui sécurise le réseau et donc sur lesquels les gens, les utilisateurs, peuvent déléguer leurs atomes. Ouais. C'est ça. 180. Donc il y a un minimum d'atomes qui doivent être délégués, c'est ça, pour rentrer dans les 180, ou c'est les 180 premiers, peu importe le nombre d'atomes qui sont délégués? Il faut être plus que le 180. Okay. Il faut que tu dépasses son nombre d'atomes pour rentrer dans le set. Ouais. Et ce que tu disais au début, peut-être que Cosmos distribuait des atomes à certains validateurs gratuitement, ou en tout cas on déléguait chez ces validateurs-là pour les faire monter dans le classement. Alors oui, ça c'est sur toutes les blockchains, hein. C'est vraiment partout, Solana, etc. Même Solana, c'est encore plus centralisé. C'est vraiment, pour rentrer dans le set, si tu ne connais pas la fondation, ils ne te délèguent pas, et si tu n'as pas de délégation, honnêtement, tu n'as pas assez d'argent, genre tu ne peux pas. C'est pour ça encore, même, Solana, c'est vraiment, on parle de vraiment plusieurs millions, quoi, pour rentrer. Même pour le hub, etc., je crois que si tu as 500 000, tu peux rentrer, quoi. Et les gens trouvent que c'est beaucoup. Honnêtement, si tu viens sécuriser une des plus grosses blockchains qui vaut plusieurs milliards, je trouve que c'est à peu près normal en fait, quoi. Ouais. Ça reste pas tant que ça en final.
C'est vrai que 500 000, ça reste un gros porteur, on va dire, d'atomes pourrait devenir. Oui, voilà, pourrait quelqu'un devenir, qui a investi tout seul, il peut rentrer facilement. Parce que justement, sur la genèse un peu d'Atom, je crois qu'ils ont fait une ICO 2017, si je dis pas de bêtises, 2017, et qu'ils ont levé 24 millions de dollars, je crois. Ouais, alors du coup, c'était. Ouais, c'est ça, ils avaient fait ça. Alors après, c'était vraiment en mode un peu faire lunch. C'était vraiment accessible pour tout le monde. Il n'y avait pas VC, etc. C'était vraiment tout le monde pouvait y accéder. Beaucoup d'individuels, en fait. Et justement, beaucoup de gens qui aimaient cette partie tech, quoi. Donc c'était un peu mieux distribué, on va dire, que la plupart. Mais oui, effectivement, il y avait quand même. Alors, il y avait vraiment un truc, en fait, c'était les deux fondations. La vraie fondation, c'était du coup All In Bytes, qui a été créée par Jack One. Et du coup, ICF ensuite, qui a été aussi fundé par Jack One. Voilà, en fait, il avait beaucoup trop d'atomes et du coup, il a séparé en gros les deux boîtes avec, je sais plus, je crois que c'était 7,5 millions d'atomes pour chaque, je crois, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper complètement sur le chiffre. L'objectif de ces une ou deux fondations du coup Cosmos, c'est le même objectif que pour Ethereum, c'est-à-dire trouver des développeurs, contribuer au développement du Cosmos Hub, etc. Il y avait deux quand même thématiques un peu différentes. ICF, c'était vraiment la fondation pour vraiment ça, voilà, bootstrap l'écosystème, etc. Et All In Bytes, qui était vraiment plus sa boîte à lui. De conseils. Qui est quand même beaucoup plus, on va dire, pour gagner de l'argent. Ouais, de conseils un peu souvent comme. Et il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Après, bon, on va rentrer dans un sujet un peu délicat, mais oui, il y a eu des battles, etc. Entre du coup Jay et Ethan, donc les deux fondateurs. Et du coup, bon, Jay a donné, du coup, entre guillemets, il s'est un peu fait avoir. Il a donné la fondation. Ensuite, du coup, forcément, pour la récupérer, tu ne récupères pas, quoi. Et du coup, c'était Ethan qui tournait ensuite la fondation. Il y a eu pas mal de. Ils sont pas mal pris le chou à cette époque-là. Ils étaient très distants. Et maintenant, bon, ça y est, c'est un peu réconcilié, etc. Mais du coup, bon, Jay est parti sur une autre tournure. Il n'était pas trop d'accord avec la vision Atom 2.0, tout ça, parce que lui, le hub devait rester très neutre, faire de la sécurité et rien d'autre. Donc pas un truc très monétaire. Il voulait pas qu'il y ait justement aussi toutes les applications DeFi. Il voulait vraiment que le hub ne serve qu'à de la sécurité. Donc une vision très minimaliste. Ce qui n'est pas du tout la vision d'Ethan. Il voulait quelque chose de vachement plus monétaire, on va dire. Et du coup, ça a fait une grosse séparation. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi All In Bytes, ça a un gros battle qui a mis aussi beaucoup de lawsuits à pas mal de gens dans l'écosystème. Ça a été un beau bordel. Donc c'était un peu le fight, mais maintenant ça va un peu mieux. Parce que Jack One a lancé sa propre blockchain Atom One, c'est ça? Ouais, qui est un fork du coup. Qui est un fork d'Atom. Ouais. Et ça faisait suite à une décision, à un vote de gouvernance, si je dis pas de bêtises. Et justement, je voulais approfondir un petit peu, parce que Cosmos a une certaine particularité aussi, c'est une gouvernance extrêmement active, que ce soit sur le hub ou sur les blockchains qui sont associés à Cosmos. Est-ce que c'est une bonne chose selon toi ou une mauvaise chose? Parce que quand tu as 700 ou 800 propositions de gouvernance à analyser, etc., comment est-ce qu'on fait pour vraiment voter dans les meilleures conditions possibles et éviter un deuxième Terra Luna, justement, parce que ça a peut-être mal été analysé lors des propositions de gouvernance? Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, bon, il y a des gens qui essayent de spécialiser un peu vraiment dans les parties de gouvernance. Il y a des entreprises, c'est vraiment leur job de participer très activement dans la gouvernance, faire les analyses de tout, donc que ça soit économique, genre qu'est-ce qu'on doit changer pour que ça fonctionne, bien analyser justement les risques qui vont être interprétés pour chaque décision. Mais en tant que utilisateur, on va commencer. Donc en termes d'utilisateur, c'est très dur, on va dire, parce qu'il y a pas mal d'interfaces maintenant qui gèrent bien pour le voting, mais même, on va dire, voter déjà une fois dans l'année, une fois tous les 4 ans, 5 ans, c'est dur pour les gens. Alors si c'est voter une fois toutes les semaines pour des situations de gouvernance avec des papiers à lire, c'est quand même très dur. Et c'est pour ça justement que les validateurs votent à ta place. Est-ce que c'est pas utopique, un peu? Ouais, un petit peu. Ouais. C'est un peu comme les DAO sur Ethereum ou n'importe où, on se rend compte que c'est toujours les mêmes qui votent et qu'il y a un très faible pourcentage de participation. Ah oui, non, en vrai, ça reste quand même très centralisé. Mais bon, après, comme tous les systèmes décentralisés, c'est compliqué. Ça se centralise très souvent, surtout pour les prises de décision.
Mais du coup, voilà, en tant que validateur, nous, c'est beaucoup de charge. Parce que quand tu délègues tes atomes à un validateur, si toi tu votes pas, c'est le vote du validateur qui est pris en compte pour tes atomes. Ouais. D'accord. Et je crois que d'ailleurs, justement, comme tu disais, pour la gouvernance de Jay, justement, pour le fork en Atom One, si les validateurs avaient voté no ou no with veto, justement, ils avaient aussi porté des meilleures allocations pour le airdrop de Atom One. Ouais. Pour les délégateurs. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette proposition de vote un petit peu, pour savoir ce que ça impactait? Donc tu l'as dit un petit peu avant. Ouais. C'est que lui, Jay, il voulait en gros pas forcément donner plus d'utilité au token Atom, alors que du côté de Ethan, c'était l'inverse justement. Ouais, c'est ça, donc une vision très monétaire. Avec leur vente de Atom 2.0, Atom $2 000, etc. Alors que Jay, lui, c'était non, en fait, l'Atom, il doit juste sécuriser des chaînes et c'est sa version minimaliste, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce drama. Nous, on a l'habitude de dire dans Cosmos que tout est géré en DPS, donc en drama par seconde. Mais en gros, c'est aussi le but d'une gouvernance décentralisée, c'est qu'au final, tout est ouvert, on est dans le cœur des discussions tout le temps, et donc forcément, chacun a son avis, hein. Donc ça plaît pas à tout le monde. Et là, en fait, c'était la rupture, le vote pour justement faire le fork, pour revenir sur une version minimaliste, donc Atom One, qui est la version minimaliste et la version initiale, on va dire, la vision initiale que Jay avait pour lui. Donc on va voir, ils ont tout juste commencé, hein, la blockchain est lancée, ils ont commencé à lancer les premières propositions de gouvernance pour enable du coup IBC, pour faire les connexions. Donc on va voir comment ça se passe. C'est tout jeune, mais très décentralisé et surtout toutes les prises de décision, même si c'est All in Bytes derrière, donc la boîte que Jay possède, donc la grosse fondation en fait. Même si c'est eux qui ont initié en fait ce mouvement, etc., tout est fait par les validateurs. Et je te dis, c'est un bordel, mais incroyable de juste mettre des gens dans un même groupe et essayer de les coordonner pour toutes les activités. Donc, c'est-à-dire lancer la chaîne, préparer des fichiers, des choses comme ça. Mais quand tu n'as pas une fondation qui le fait pour toi et qui donne des deadlines, ça reste, c'est une catastrophe, quoi. C'est très expérimental et c'est marrant. Vous y êtes avec Stacklab? Ouais, c'est ça. Du coup, nous, on a participé vraiment à la genèse, donc le lancement, le Genesis. Et c'était ça, en fait, on a passé une semaine à préparer un fichier pour mettre 4 personnes dedans, quoi. Parce qu'ils voulaient pas être, dedans, genre en tant que All in Bytes. Pour eux, légalement parlant, vu que ça doit être décentralisé, ils ne doivent pas participer à tout ça. Ils doivent le mettre à disposition, mais c'est pas eux qui lancent. Okay. Voilà. Donc c'était assez drôle, mais ouais, on est arrivé. Okay. Non, ça tourne bien. Parce que du coup, sur le token Atom, c'est vrai qu'il a connu une envolée juste avant Terra, la chute de Terra, et depuis, ça a été quand même extrêmement compliqué. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions autour sur comment est-ce qu'on donne de la valeur à ce token Atom, entre guillemets, et comment il profite de tout l'écosystème justement qui se construit autour du hub. Ouais. Et c'est là où il y a eu l'introduction, je crois, du liquid staking, justement, pour tout ça. Ouais, pour que les atomes qui soient stakés puissent être utilisés dans l'écosystème. Ouais. Alors c'est vrai que on voit, comme je te disais, donc du coup UST crash, plus rien. Faut tout recréer, quoi. Il n'y a plus de liquidité parce qu'il n'y a plus de stablecoin. Donc il faut tout relancer. Et c'est pour ça que l'écosystème, je trouve, a aussi mis beaucoup de temps à performer et met aussi encore un peu de temps à reperformer, même si c'est bon, on est revenu dans les $10. Ça, c'est le vrai stablecoin, hein, toujours à $10. Mais bon, ça se refait, et ça se refait via quoi? Via la liquidité. Donc, comme tu disais, Tether, qui n'a pas forcément pris la meilleure décision, je pense, d'émettre ses stablecoins via Kava, qui est un peu shady, hein, c'est une fondation qui est un peu dans son coin. Tout a l'air très centralisé, pas très transparent. Mais du coup, ils ont commencé à émettre via eux. Donc la liquidité Tether n'est pas encore ouf. Parce que ça marche pas trop bien. Par contre, côté USDC, donc Circle, ils ont décidé d'émettre via Noble, qui est une blockchain qui est sur le Cosmos, SDK bien sûr basé, et qui permet en fait d'émettre des stablecoins à la volée pour l'écosystème Cosmos uniquement. Donc c'est-à-dire, il y a des stablecoins USDC partout, il en fallait sur Cosmos, du coup ça passe par Noble. Donc Noble émet, et ensuite IBC to everywhere, quoi. Donc c'est-à-dire là on commence à reconstruire la liquidité.
Je crois qu'ils ont réussi à émettre 450 millions en une année, ce qui est pas mal. Honnête. On commence à refaire un peu une liquidité. Et du coup, avec cette liquidité, il manquait aussi des applications du coup, de DeFi, donc, des use cases pour comment j'utilise mon atome autrement que dans la sécurité de l'atome, mais que je peux l'utiliser en plus ailleurs pour des trucs un peu plus monétaires, DeFi. Donc ils ont fait deux trucs. Principalement, initialement, c'était Quicksilver qui avait fait donc, le parti Liquid Staking. Ils se sont fait écraser par Stride. Stride, ils ont commencé à émettre partout. Et du coup, comme je disais, en fait, on arrive au cas où voilà, y a ces Liquid Stake Assets. Mais le problème, c'est j'ai des atomes stakés. J'ai pas envie que tout le monde unstake du coup pour utiliser les jetons de Liquid Stake. Il faut un moyen de les transformer alors qu'ils sont déjà stakés. Et donc là, c'est là où justement ils ont créé le module qui a été implémenté, donc du coup le LSM qu'ils appellent ça, sur le Cosmos Hub, qui permet en fait de tourner directement ces atomes qui sont stakés en Liquid Stake Assets sans vraiment les sortir. Et du coup, on garde la sécurité. C'est-à-dire que au lieu d'en... Parce que tout le monde aurait pu faire ça en fait, genre se dire en fait, pourquoi je garderais juste de l'atome stacké, je vais prendre un peu plus de risques, mais je vais faire plus d'argent quoi. C'est ça, si tu as plus de rendement ailleurs, tu vas enlever tes atomes qui sont stakés pour aller générer plus de rendement ailleurs, quoi. Voilà, donc ce qu'ont fait la plupart des gens, c'était un peu diversifier leurs risques. Donc il y avait des gens qui enlevaient leur stake pour, je sais pas, on va dire genre 30%, comme ça, pour négocier le risque. Et ensuite, du coup, aller utiliser du liquid stake asset. Et c'est là en fait on a commencé à arriver sur le côté un peu, voilà, il y a le module qui se crée. Maintenant, on peut tourner des atomes stake en liquid stake et du coup ensuite les utiliser dans la DeFi. Donc c'est là où on a commencé aussi à recréer en plus avec, comme je disais, les liquidités des stablecoins. Là, on est arrivé sur les use cases un peu DeFi. Et du coup, là, on a commencé aussi à créer des pools, donc des atomes contre ST Atom, etc. Donc là, il commence vraiment à y avoir de la DeFi qui se fait partout, donc principalement sur Osmosis, on va dire en tant que chaîne neutre, et en chaîne du coup backée par le Cosmos Hub, donc en utilisant ICS, donc la sécurité du hub, Neutron, qui est un peu la phase applicative pour Cosmos. Et donc voilà, la liquidité commence à se refaire, les applications sont là, l'atome est un peu distribué partout, via la gouvernance, via des modules, Hydro, etc. Donc c'est pas mal, on commence à arriver à un schéma un peu cool, quoi. Ok, et il y avait, j'ai vu un drama, en tout cas quelque chose passé il y a quelques mois sur la Corée du Nord qui aurait participé au développement du liquid staking module, du coup. Zaki, elle a je n'y arrive pas. Fâcheuse tendance à créer des dramas. Parce que Zaki, juste pour revenir sur qui est Zaki. Alors Zaki, il faisait partie des gens qui travaillaient donc sur Cosmos, dans les early, on va dire quoi. Donc il y en a plein. Jack Zampolin, qui est Strangelove, qui fait beaucoup toutes les parties IBC, etc. Donc il même travaille avec Torchain actuellement pour les parties Rujira, etc. Donc les phases LabChain côté Cosmos pour Torchain. Et donc Zaki, lui, il faisait partie des parties produits, je crois, je dis pas de bêtises. Et du coup, il s'est fait une place ensuite. Plus, alors lui, c'est vraiment... il a lancé quelques projets, sommelier, etc. Donc des chaînes Cosmos Backend, Inclusion qui est un validateur. Du coup, lui, il s'est plus positionné, Zaki, du coup, sur les parties advisor, beaucoup le thinking, on va dire, et la présence dans les événements. C'est vraiment un peu le porte-parole, on va dire. Sur pas mal de sujets, il est partout. Genre, honnêtement, on se demande plus où n'est pas Zaki que où il est. Voilà. Et donc du coup, oui, le LSM, du coup, c'est lui qui a un peu été à cette initiative-là. Et du coup, à l'époque, c'était de se dire, bon, il faut des gens capables de le faire vite et qui sont talentueux. Et du coup, il y avait ces profils-là qui étaient, du coup, et nord-coréens, mais du coup, ils ne le savaient pas, évidemment. C'est pas un truc qu'on sait initialement. Et voilà, il s'avérait qu'ils étaient très bons, comme généralement, et que du coup, ils avaient travaillé là-dessus. Après, en soi, il y a eu des audits, il y a eu plein de choses. Il n'y a pas de problème. Genre, le truc fonctionne. Donc, c'était plus un drama, en fait, qui a été créé parce qu'en fait, il était au courant de tout ça, il ne l'a pas divulgué, et les gens étaient là en mode, bon, on a regardé, ils sont arrivés à trouver les mails, etc. Et de dire, bon, en fait, tu étais au courant, et tu l'as annoncé à personne, et surtout, tu l'as mis en production, quoi.
sans refaire des audits, etc. en étant sûr. Donc, On sait comment il a su que c'était des développeurs nord-coréens qui l'ont aidé? Ça a leak sur les réseaux, mais je me rappelle plus. Ok. Parce que l'objectif des développeurs nord-coréens, alors on ne sait pas s'ils étaient liés à Lazarus, qui est un groupe de hackers, etc. Mais c'est quoi? C'est de mettre un pied dans Cosmos, c'est de non, mais en fait, leur rôle, généralement, c'est de créer des backdoors. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ils implémentent ton truc, et après, derrière, bon, ils peuvent récupérer ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Là, bon, en fait, le seul truc que je dirais, en fait, qui est pas exceptionnel, en fait, dans le modèle, c'est que, en fait, c'est enable, donc c'est activé par défaut. C'est-à-dire que si tu ne le veux pas, en fait, tu l'as quand même. Et ça, je trouve que c'est un peu problématique. Parce que ça veut dire que actuellement, en fait, ce que te permet en fait ce module, c'est de tourner tes atomes qui sont stake, qui normalement te faut 21 jours pour les récupérer. Tu attends 21 jours et au bout de 21 jours, tu les récupères. Voilà, à la place, tu peux les tourner instantanément. Donc en liquid stake asset, donc en stride. Mais le problème de ça, en fait, c'est que du coup, tu peux les vendre, quoi. Donc si, par exemple, tu te fais hacker ton compte, même si tu es en staking qui normalement te sécurise, parce que du coup tu le vois, tu vois qu'il y a une transaction qui a été faite de genre quelqu'un qui enlève ton staking, donc tu as 21 jours pour réfléchir à comment je vais pouvoir les récupérer. Et il y a des services sur Cosmos qui fonctionnent, comme Cosmos Rescue, etc. Et ils ont approximativement genre 100% de chances de récupérer tes tokens volés, entre guillemets. Donc, je savais pas ça. Ouais. En fait, ce qu'ils viennent faire, c'est ils te bourrinent un tas de transactions en fait au moment même où il y a le truc et du coup ils récupèrent. Et surtout ils foutent des gaz assez élevés pour être sûr de récupérer. Et donc le hacker en soi, lui, il n'a pas cette, enfin il pourrait, mais quand tu le fais bien, normalement tu as plus de chance. Ouais. Ok. Et donc là, on a parlé un petit peu d'Atom 2.0, si je dis pas de bêtises. Et la dernière un peu grosse mise à jour sur le futur de Cosmos, c'est tout ce qui va être l'ICS, la sécurité 2.0. Donc qu'est-ce que ça va changer concrètement sur Cosmos? Alors il y a deux cas. Le premier cas, du coup, comme on parlait d'ICS, donc il y a Neutron et Stride qui sont actuellement les deux principales chains qui utilisent ça. C'était du coup, il fallait être validateur dans le hub pour participer. Tu n'avais pas le choix, c'est comme ça. Et surtout, c'est tous les validateurs. Donc tu n'as pas le choix. Tu dois run les blockchains, les registres de chaque de Neutron, de Stride et de Cosmos. Et le problème, en fait, c'est que s'il y en a un où tu agis mal, donc tu ne signes plus des blocs pendant c'est quand même assez longue durée, mais quand même, du coup, en fait, tu es slashé sur tout. Donc tu augmentes tes risques. Et en fait, les validateurs, ils n'ont pas forcément envie de prendre ces risques-là. Ensuite, c'est pour ça que du coup, il y a eu ICS 2.0. On arrive sur le nouveau modèle qui permet en fait de se lancer en chaîne sécurisée par le hub, donc en PSS, ils appellent ça. Donc tu viens lancer ta chaîne consommatrice et tu arrives et tu dis, bon voilà, moi je lance mon truc, je cherche 25 validateurs qui sont intéressés par ça par exemple. J'en cherche pas plus parce que je pense que ça ne sert à rien. Et voilà, donc je prends les 25 que je veux ou les 25 à apply et ensuite c'est des discussions pour savoir eux ce qu'ils veulent en termes aussi de validateurs, parce que les validateurs aussi ils proposent plein de choses différentes. Ça peut être de l'infrastructure, ça peut être du tooling, ça peut être même du code, des plateformes, du développement, ça peut être n'importe quoi, des audits, j'en passe, enfin il y a pas mal de trucs. Et l'avantage c'est que du coup il n'y a plus besoin qu'il y ait tout le monde, et en fait c'est juste tu le fais si tu le sens bien, et si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Plus il y a de monde, plus ta chaîne est sécurisée, moins il y a de monde, moins la chaîne est sécurisée. Oui, non. Ça, non. Après, chacun a sa vision de dire, bon, est-ce que 180 validateurs c'est beaucoup, est-ce que 25 c'est beaucoup? En soi, 25 c'est déjà beaucoup, moi je trouve. Y a pas moi je suis plus dans le côté d'une décentralisation ne demande pas forcément 50 milliards de validateurs comme prône Ethereum ou autre en disant c'est plus sécurisé. En fait non, parce que tu regardes au final, même si tu as 70 000 validateurs, tu as 50% qui est centralisé sur le même, donc ça revient au même en fait. Donc il n'y a pas vraiment... 25 validateurs, c'est très bien. Ok, ça me fait penser, Eigenlayer s'est inspiré, ou inversement, là pour le coup, c'est plutôt Cosmos qui s'est inspiré d'Eigenlayer pour cette V2. Je dirais quand même c'est plus Eigenlayer parce que c'est quand même vachement plus tardif, quoi. Nous, ça fait très longtemps qu'il y a déjà cette vision. Sur les papiers initiaux, c'était déjà prévu, ça. Cette vision de sécuriser d'autres chaînes via le pouvoir d'Atom. Et du coup, un projet qui veut se lancer, un nouveau projet qui n'a pas, on va dire, de préférence entre Ethereum / Eigenlayer et Cosmos, qu'est-ce qui fait basculer un projet plutôt d'un côté ou de l'autre?
Ah bah, je sais pas, après c'est vraiment déjà les développeurs ce qu'ils préfèrent. Hein. Bon, Cosmos, Parce que c'est codé en Go. en Go. Hein. Alors le côté blockchain est en Go. Après les smart contracts, tout ça c'est du Rust avec CosWasm. Bien que il y a bien sûr d'autres solutions, hein, du JavaScript avec Agoric ou des choses comme ça. Alors que bon, bah, Solidity sur IBM quoi. Chacun, en fait, je pense que c'est vraiment aussi même en termes de team, en termes de branding, genre plus qui tu veux toucher quoi. Après en soi, on s'en fout, on s'en fout de genre à terme, que ça soit fait sur Avalanche, sur Cosmos ou autre, ou sur un subnet ou je sais pas quoi. Je pense que à terme le but c'est d'abstraire tout ça. Et enfin, c'est là où on commence à essayer d'aller de plus en plus avec justement l'interopérabilité, tout connecté. Et bah, ensuite c'est abstraire tout ça. Comment le rendre très simple pour un utilisateur sans qu'il s'en rende compte quoi. Parce que c'est bien joli en fait d'avoir 90 chaînes, mais c'est quand même assez lourd de gestion. Faut s'y connaître un minimum. Ouais. Bon, on va en parler un peu de l'interopérabilité parce que ça a été un des sujets qu'on nous a annoncé sur 2023, 2024, etc. Et ça a tardé un petit peu, on va dire, à se mettre en place. Mais juste avant ça, je voulais un peu avoir ta vision sur Cosmos à terme. Comment tu vois, toi, Cosmos? Est-ce que le prix de l'atome va bénéficier de ces mises à jour du 2.0 et de l'ICS 2.0 aussi? Ouais. Bah écoute, enfin, on verra. Hein. Je suis pas très. Moi je suis très bullish sur Atom en soi parce que bon, j'adore l'écosystème, j'adore la vision. Je trouve qu'il y avait un gros problème de conflit d'intérêts, de trop voilà, les OG qui extraient un peu trop la valeur et qui participent pas vraiment en fait à la construction de la réussite d'Atom. Je trouvais il y avait beaucoup de ça. Maintenant, ça y est en fait, on est arrivé au stade où il y en a trop en fait. C'est impossible d'être partout. Et du coup, maintenant, les gens commencent vraiment à se positionner en fait vraiment sur chacun leur projet. Et donc, on a moins ça. Donc, je pense que en plus avec l'acquisition de Skip par ICF qui s'est fait là, genre très récemment la semaine dernière, même cette semaine d'ailleurs, je dis des bêtises. Bah, on arrive sur le côté où on va pouvoir balancer l'interopérabilité partout et surtout bah, avoir une équipe qui a montré ses preuves, hein, parce que Skip, ils ont fait justement bah, un truc qui permet justement de router pour vraiment que Cosmos pour le moment. Et bah, l'idée c'est, bon, pour le moment IBC c'est que Cosmos, mais l'interopérabilité maintenant c'est partout. Ça va être sur Ethereum dans pas trop longtemps. Il y a des équipes qui bossent dessus depuis des années. Il y a Avalanche qui a créé une subnet pour créer une connexion avec IBC qui s'appelle Landslide, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a partout. Il y a avec Solana, tout le monde travaille dessus. Je sais que Mir aussi travaille aussi un corps sur IBC. Ça va devenir vraiment un standard de communication et plus que dans Cosmos. Donc je pense qu'on va arriver au stade où oui, ça va attirer de la valeur à Atom, pas directement parce que bah, IBC est vraiment agnostique. Ça ne rémunère pas Atom en soi, ça ne prend pas de frais, ça prend juste des frais au relayeur. Quoi. Donc c'est plus un frais qu'autre chose. On verra sur des modèles futurs s'il y a d'autres possibilités. Mais... Parce qu'il y a plein de projets qui sont construits sur le Cosmos SDK et bah, je pense à DYDX, je pense même à la BNB Chain qui a forké, je crois, le Cosmos SDK. Ouais, à l'époque, ouais. Polygon aussi. Polygon, ouais. Il y a énormément de chaînes qui ont tous été basées sur Tendermint. Bah, toutes les proof of stake chains en fait de l'époque. Ouais. Ça me fait penser un peu à Linux, non? Ouais, ouais c'est un peu l'idée. Ouais. C'est un peu l'endroit de développement et tu fais ce que tu veux quoi. Ouais. Et donc tu parlais de l'interopérabilité justement avec tous les autres écosystèmes. Ouais. C'est toujours un des très gros sujets et on nous parlait de 2024. Même moi, je pensais également que ça allait être l'année vraiment de l'interopérabilité. Bon, ça s'est fait un petit peu attendre. Je pense notamment quand on voit l'explosion de Solana ou d'autres blockchains. Qu'est-ce qui, selon toi, vraiment va déclencher cette vague d'interopérabilité? C'est juste que les projets sont pas encore prêts? Il y a même Hyperlane qui travaille aussi sur sur ces gros sujets-là. Puis on a quand même vu le lancement des protocoles, enfin du token pour le coup Layer 0, etc. Mais tu as déjà des protocoles qui travaillent dessus. Ouais, Layer 0, Axelar, etc. Il y a énormément de projets qui travaillent là-dessus parce que c'est très intéressant en fait. Moi j'adore cette partie-là, de comment en fait tu arrives à tout connecter, mettre des ponts en fait partout. Et c'est un peu le même problème qu'avec les paiements cross-border bah, pour du fiat en fait. Même ça, c'est pas encore vraiment bien fait. Il y a des frais qui sont complètement scandaleux. J'ai vu je sais pas combien de startups qui essaient de justement aussi
résoudre ces problèmes, genre tout simplement d'un pays à un autre pour des use cases très spécifiques, et on parle de milliards en milliards. Donc c'est exactement la même chose pour la crypto, mais je pense que bon, du coup, côté technologique, ça va être plus simple que juste le parti paiement qui est un peu plus dur à solve, je pense. Mais voilà, il faut connecter toutes ces blockchains. Maintenant qu'on voit, hein, chacun a sa utility, on va dire. Donc Solana, par exemple, avec les mêmes qui ont explosé avec PumpFun, etc. Bon, bah, c'est cool, mais chacun a son écosystème. Maintenant, comment je connecte tout ça? Il faut ces protocoles-là. Et comme tu disais, ça a commencé très tôt, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Mais c'est un sujet qui est complexe, enfin, techniquement parlant, de connecter tout ça. Tu as des solutions, IBC, Layer 0, etc. Mais elles-mêmes, en soi, elles ne sont pas compatibles entre elles. Il faut créer un lien entre tout ça, une jonction, et du coup, les connecter. Donc il y a quelques protocoles qui essayent de le faire, évidemment. Mais on reste quand même sur quelque chose de techniquement pas encore fait. Et il va y avoir justement un besoin d'application, donc vraiment consumer, pour abstraire tout ça, pour rendre ça, pour l'utilisateur, que ça soit vraiment, genre, je ne le vois pas, quoi. Je m'en fiche que je sois sur Solana, je m'en fiche que je sois genre sur Bitcoin. Tout ce que je veux, moi, c'est accéder à toutes les applications et je ne le vois pas, quoi, en fait. Genre. Parce qu'initialement, il y avait ce qu'on appelle les bridges. Donc quand on voulait transférer par exemple de la crypto de Solana vers Ethereum, donc il y a Wormhole qui a été un des principaux bridges là-dessus, qui s'est fait hacker, donc il y a eu des gros soucis de sécurité là-dessus. Comment est-ce que toi tu as vu l'évolution justement de ces bridges-là pour atteindre des solutions comme actuellement Stargate, etc., qui permettent vraiment des choses beaucoup plus fluides? Alors... Ouais, bon, alors moi j'en ai vu pas mal, Wormhole, Ronin, tout ça, enfin tous ceux qui se sont fait hacker. Alors après, c'est pour ça que si IBC était un peu plus fonctionnel, on va dire, du côté de Cosmos, c'est parce que, déjà sur le modèle en lui-même, il y a beaucoup moins de risques, avec justement la phase où tu lock et tu viens réémettre de l'autre côté. C'est beaucoup moins risqué que les systèmes qu'ils avaient utilisés. Il y avait aussi le problème où, par exemple, sur Layer 0, etc., où les gens disent, au final, c'est une multisig, mais qui détient la multisig au final? Parce que, tu me dis que c'est une signature de 3 sur 7, mais qui sont les 7 personnes? Est-ce que c'est la même personne avec 3 clés, par exemple? Parce que ça se fait souvent. Voilà, c'est... La sécurité, au final, des bridges, c'est un peu compliqué, et je pense que c'est aussi pour ça que, même encore actuellement, ça reste expérimental, risqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de hack sur les bridges, je me faisais la réflexion. Alors, il y a des... Enfin, c'est pas des hacks, mais il y a beaucoup de white hat qui font des reports de vrais problèmes. Même sur IBC, hein, il y en a eu plusieurs qui ont été ensuite révélés. Mais sur le coup, par exemple, même en tant que validateur, il fallait qu'on upgrade toutes nos chains. C'est sympa, mais quand tu as 60 chains, il faut toutes les upgrade en même temps pour... pas qu'il n'y ait pas de souci, parce que le bug a été révélé en fait sur une version. Tu repatches tout en fait. Et c'est quand même complètement ouf de dire, imagine, genre, je sais pas, dans 10 ans, s'il y a 50 000 blockchains, et que je dois patcher mes 50 000 blockchains parce qu'il y a une faille de sécurité, ça risque d'être compliqué. Hein. Mais bon, voilà, il faut... on avance. Je pense que tout commence à arriver sur des logiques un peu meilleures. À voir sur le un peu plus long terme. Mais... Ouais, parce que le monde idéal, en fait, c'est qu'on puisse passer d'une chaîne à une autre en un clic sans avoir à choisir je veux utiliser tel bridge, etc. C'est ça. Et donc, c'est le projet sur lequel tu es en train de travailler actuellement, qui s'appelle Junction. Ouais. Par souci de transparence, je précise que Cryptos a investi dans Junction. Donc, merci. Je préfère le préciser, parce qu'on croit, nous, à cette vision, effectivement, et de toute façon, si on veut que ce soit utilisé, entre guillemets, par le plus grand nombre. Après, la question c'est est-ce que ça doit être utilisé par le plus grand nombre? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il faut simplifier. Il faut simplifier les choses. Ouais. Et donc, c'est quoi la vision de Junction? Et puis après, on parlera un peu de tout ce qui est intense, etc. Ouais. Alors, en fait, moi, initialement, surtout, je l'avais créé et j'avais vu ce problème parce qu'on a parlé beaucoup de bridge, etc. Mais moi, c'était principalement avec Stacklab. En fait, j'ai fait justement toute cette partie Cosmos. C'était simple de tout connecter. Mais après, on est parti sur d'autres thématiques, donc EVM, etc. C'est là où je me suis dit, en fait, putain, mais c'est quand même ouf que même encore maintenant, en 2024, je peine à dire, mais comment je vais faire en fait ces transitions entre tous ces écosystèmes? Et je me suis dit, il faut qu'on résout ça, en fait, genre, c'est pas possible, quoi. Et il y a
même en tant qu'utilisateur assez avéré, il n'y a pas vraiment d'application qui le gère très bien. Ou alors il le gère très bien pour des institutionnels, donc du B2B. Mais après, en face consumer application, bah, c'est quand même pas ouf. Je pense à Jumper par exemple, Voilà. c'est déjà un premier pas qui simplifie l'utilisation. Ouais, Jumper c'est les plus connus. Ils gèrent actuellement Bitcoin, quelques EVM et Solana, je crois. Donc c'est un premier jeu. Mais encore une fois, moi par exemple, j'étais un peu frustré parce que je n'avais pas Cosmos dedans. J'avais pas, par exemple, bah, Dogecoin aussi, tout ça, ils ne supportent pas les autres UTXO. Et encore après, bah, il y en a beaucoup d'autres. Et du coup, moi j'étais un peu frustré par ça. Donc il y a pas mal de protocoles hein, qui se développent là-dessus. Et... Je pense à Squid Router aussi, qui eux pour le coup supportent Cosmos, il me semble. Ouais, parce que alors, Squids, eux, c'est vraiment. Ils sont bootstrappés par Axela. En gros, Axela, bah, ils ont leur système de messaging qui permet justement bah, vraiment le bon gap, on va dire, entre Cosmos et EVM. Maintenant, bientôt, autre chose que EVM as well. Mais du coup, bah, c'est un peu leur application, on va dire, enfin, face consumer, quoi. Squid, c'est. Voilà. C'est un peu Axela, quoi. Ouais, c'est l'interface pour Axela, quoi. Ok. Donc voilà, ils peuvent connecter Cosmos IBM, ça c'est bon ça. Ok, et du coup, comment ça fonctionne Junction? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe derrière et comment ça fonctionne un peu dans les rouages? Ouais, alors nous on a commencé en fait par faire ce qu'on appelle un agrégateur. Donc c'est-à-dire qu'on utilise quelques solutions, bah, comme Axelar par exemple, mais principalement on était au départ sur Torchain parce qu'on avait cette vision, donc c'était un peu, c'était à l'époque. C'était du coup créé pour Control Wallet, qui s'appelait XDeFi avant. Et du coup, dans le routing, en fait, il fallait cette partie pour Torchain. Le but de Torchain, c'était faire Bitcoin à EVM de façon native. Et ça, c'est un truc que personne n'a résolu encore, même maintenant, à part eux. Et bon, maintenant, si, il y a Chainflip, par exemple, qui le fait. Il y a d'autres forks de Torchain. Quand tu dis de façon native, c'est bah, tu n'as pas de wrapped asset, tu ne changes pas en fait, c'est vraiment tu as un Bitcoin qui est un Bitcoin et derrière tu peux l'échanger contre de l'Ether sur Ethereum. Tu ne changes rien, voilà, c'est... Parce que les wrapped assets, c'est en fait tu allais bloquer ton Bitcoin et on t'émettait un nouveau token sur Ethereum qu'on appelait un wrap. Voilà, c'est ça. Et après, bon, il y a des tonnes de solutions, tu as les Omnichain, etc., qui te tournent tous tes tokens dans des versions wrappées. Moi, je suis vraiment pas de cette école-là et je voulais quelque chose qui tourne voilà, de tout de façon native. Donc, Torchain initialement pour faire Bitcoin à Ethereum. Et ensuite, bah, du coup, bah, on a voulu scale avec Control Wallet, forcément. Et eux, donc c'est le plus gros multi-chain wallet. Donc, toutes les EVM, toutes les Cosmos Chains, Solana et j'en passe, ils ont Tron, etc. Enfin, ils ont quasi toutes les chaînes. Donc, forcément, il fallait une solution qui vienne router tout ça. Donc, Junction, initialement, c'était le routing qui est à l'intérieur. Et on l'a extrait, en fait, pour le rendre beaucoup plus accessible parce que c'était vraiment un peu comme une closed source API que tu uses que pour un projet. Et là, en fait, on le rend accessible à tout le monde et surtout, on crée une application qui va être la face, on va dire, pour les consommateurs, donc les utilisateurs, pour n'importe qui, donc toi, moi, demain, sur mon téléphone, pour échanger des tokens sur la blockchain. Donc c'est un peu comme un Crypto.com, un Binance, tout ce que tu veux. Sauf que au lieu que ça soit genre chez eux, avec leur NPC, etc., leur sécurité, et surtout, tu n'as pas la custody, donc tu n'as pas les jetons, c'est eux qui sont en possession. Là, à l'inverse, tu possèdes tout, tu arrives, tu viens juste avec te connecter avec ton portefeuille favori ou autre, et derrière, tu échanges tes tokens. En fait, à terme, je pourrais échanger mes doges contre de l'atome en un clic. Tu peux déjà le faire. Tu peux déjà le faire, oui. Et après, c'est quoi l'idée derrière? C'est après de pouvoir proposer à toutes les applications d'intégrer cette API-là pour permettre à leurs utilisateurs, par exemple, moi j'ai que du Doge parce que je suis un fan de chiens, et je veux utiliser l'application qui est sur Cosmos, j'arrive, je suis en capacité d'aller d'un clic vendre des Doge contre c'est ça. tel... Voilà, c'est ça. Donc en gros, après l'idée c'est... donc nous, il y a vraiment cette phase, genre la plateforme qu'on fait pour les utilisateurs, donc en fait c'est vraiment nous la vision qu'on a et ce qu'on veut que les gens voient. Ensuite, il y a justement cette partie plus applicative où les gens peuvent juste nous contacter, utiliser l'API, derrière créer leur propre version. Donc s'ils veulent utiliser, comme tu dis, une seule partie de l'API et pas juste tout sourcer, parce qu'ils vont dire potentiellement ça prend plus de temps aussi, parce que du coup tu vas faire beaucoup plus de requêtes pour tout chercher. Alors que si tu veux vraiment un truc très spécifique, par exemple Avalanche, je veux enable que Avalanche ou que les EVM,
Mais dans ce cas, je ne choisis que ça. Ouais, tu es en capacité de choisir uniquement une crypto ou une blockchain, Ouais. ou toutes si tu veux vraiment toucher tous les utilisateurs de crypto en gros, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, ça c'est la première vision, donc l'échange en fait entre tout, donc, créer cette interopérabilité. Pour moi, le deuxième problème, parce que du coup ça c'est cool, si tu arrives à résoudre le premier problème, c'est bien, mais qu'est-ce que t'en fais ensuite? Le problème de l'interopérabilité, c'est ce qu'ils appellent, vu qu'on a tout créé un peu partout, donc plein de blockchains différentes, on a fragmenté la liquidité. Et le problème de la fragmentation de liquidité, c'est que du coup, tu as des endroits où tu vas avoir un gros problème de liquidité, donc potentiellement ça va être très dur à vendre, etc. Ou potentiellement, ça va être très difficile d'accéder. Je suis sur Solana, mais je monte l'opportunité de staker mes USDC à 20% sur AAV Ethereum, parce que là en ce moment ça marche bien. Donc comment je gère ça? Donc première étape, le swap, donc c'est-à-dire ou le bridge, donc c'est-à-dire emmener les tokens de l'autre côté, donc sur une autre blockchain, et ensuite y accéder. Donc ça c'est cool, on sait le résoudre, et après c'est comment tu ajoutes la couche DeFi en plus là-dessus. Nous, c'est la deuxième partie qu'on est en train de voir, c'est ajouter justement cette accessibilité directement en fait via notre API et du coup via notre plateforme. Et le but, c'est d'abstraire en fait, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, donc arriver à terme. Pour moi, il y a trop d'écosystèmes, c'est trop complexe. Les utilisateurs, si tu veux que tout le monde l'utilise demain, il devra ne pas savoir ce qu'il utilise. Alors c'est pas grave en soi. Il peut justement, on peut lui montrer aussi, hein, il n'y a aucun problème. Moi, je vois vraiment la vision comme version noob et version genre pro. La version pro, tu as accès à tous les détails, donc le mec un peu technique. Et la version noob, c'est tu t'en fous en fait. Genre, toi, tu es sur Solana, tu veux 20% du SDC, clique sur ce bouton-là et nous, on s'occupe de tout derrière. Quoi. En gros, tu dis oui, je veux transférer tout mon portefeuille pour gagner 20% en staking sur Ether, ou juste gagner même 20%, tu t'en fiches de ce qu'il y a derrière. Parce que de toute façon, c'est que Junction qui vérifie que les Alors d'ailleurs, il faudra que tu me dises, mais vous faites un peu de sourcing pour vérifier que les applications qui intègrent l'API sont légales, entre guillemets, sont pas des scams, etc. Je sais pas comment après, tout le monde peut l'utiliser en soi. En soi, bon, après, quand ils arrivent sur une application qui fonctionne bien, forcément, déjà, ils vont devoir payer. Donc, là, oui, on va commencer à récupérer les informations de la société, évidemment. Mais après, bon, tout le monde peut l'utiliser. Et puis après, on pourrait imaginer quelqu'un qui veut acheter un NFT aussi, même principe, sans se prendre la tête. Je veux acheter une Celestine Slot sur Cosmos, mais je suis sur Solana, sur Stargaze. Je clique et j'achète ma Celestine Slot. Voilà, alors, les NFT, moi, ça m'intéresse pas trop. Okay. je rigole. En soi, tu pourrais le faire aussi, on pourrait le faire aussi de notre côté. C'est pas vraiment un focus parce que je pense que c'est un peu un marché de niche. Par contre, pour les applications directes, comme Stargaze, je sais pas, genre OpenSea ou des trucs comme ça, ils pourraient très bien implémenter l'API pour sourcer directement de leur application et dire en fait je récupère toutes les données de l'utilisateur, je connecte tous ces wallets. Et nous, l'idée en fait c'est d'arriver aussi à ça, c'est via l'API au final de pouvoir tout récupérer. Donc tous les wallets, tous les machins, etc. Pas en custody, hein, genre vraiment juste les données et que derrière en fait les applications quand elles viennent genre intégrer, elles pourraient dire en fait en utilisant Junction avec l'API, genre je suis sur OpenSea, je check tous les wallets, toutes les balances, les machins de l'utilisateur, donc Bitcoin, Solana, etc. Et au final, je peux lui faire un one-click Bitcoin ou Solana direct à acheter les NFT. Et eux, en fait, ils le créent pour leur spécificité. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est voilà, déjà, c'est modulable pour toutes les applications. Et surtout, pour résoudre ce problème de fragmented liquidity, il faut que les écosystèmes ils puissent avoir accès à la liquidité de n'importe où. Sinon, en fait, ils se font manger par les autres, quoi. Ouais, et en fait, Junction, ça serait aussi l'interface où tu peux lier tous tes wallets de différentes blockchains. C'est ça, en fait, j'ai un wallet sur Bitcoin, je veux le lier à mon wallet sur Solana, comme ça, directement, je peux faire des échanges. Ouais. Là, on a pas mal itéré, donc ça fait 2 mois qu'on travaille justement sur cette partie front, et on a déjà, du coup, toute la partie Solana, IVM et UTXO, donc les Bitcoin, Dogecoin, etc., qui sont fonctionnels, avec justement aussi... Nous, c'était un truc qui était intéressant parce que vraiment, on focus sur cette partie consumer facing. Si tu vas sur un jumper, etc., c'est quand même c'est très compliqué de bien gérer ces wallets. Nous, on a vraiment, tu peux connecter plusieurs wallets en même temps, tu peux les switch. Même si c'est sur le même écosystème, tu peux connecter genre 5 wallets différents, 5 accounts différents, et ensuite juste gérer tes switches et gérer tout ça. L'idée, c'est vraiment, on veut que l'utilisateur c'est un peu comme un wallet, mais c'est pas un wallet. Parce que du coup, nous, on veut pas gérer tout ce qui est mnémonique, machin, etc. C'est pas intéressant pour nous pour le moment. Donc voilà, on le laisse pour les wallets, mais on veut vraiment que
notre interface soit le meilleur moyen d'avoir toutes ses positions, toutes les chains, donc la visibilité en fait sur sa liquidité, et pouvoir surtout la gérer, donc l'échanger, si on veut faire un échange très rapide. Donc l'idée c'est d'arriver sur un truc très, je sais pas, téléphone, Apple Watch, etc. Où tu peux swapper très vite. Et aussi, justement, aussi gérer tes positions très simples de DeFi. Parce que pour moi, la DeFi, le vrai problème actuellement, pourquoi ça a mis du temps durant le dernier bear market à reprendre un peu de valeur, c'est que l'accessibilité, elle est vraiment très limitée. Et il faut une application en fait qui vienne te sourcer en fait tout ça et te la mettre très accessible. Et une fois que tu auras cette accessibilité, les wallets, les banques, toutes les applications vont pouvoir les intégrer facilement, les gérer et du coup aussi rapporter des utilisateurs et de la liquidité. Et il reste quand même une partie pour moi qui est les frais de gaz, les frais de transaction. Ah oui, ça oui. Comment est-ce que vous avez imaginé un peu gérer cette partie-là? Et ben du coup, alors ça devrait arriver l'année prochaine. C'est déjà dans le pipe. En fait, comme je disais, on travaille beaucoup avec Control Wallet. Et eux, donc ils ont commencé déjà par une première itération. Donc au niveau du wallet, c'est pour ça qu'on essaie de les pousser aussi un peu dans l'application. C'est déjà, eux, ils ont résolu le problème du gaz d'un wallet. C'est-à-dire que tu viens mettre de l'USDC sur ce qu'on appelle un gas tank. Donc c'est un peu une balance externe à toutes tes autres balances. Tu mets par exemple genre 100$ dessus et ensuite, qu'importe l'écosystème où tu es, qui est supporté par Control Wallet, tu n'as pas besoin de gaz. En fait, ça va utiliser ça. Taper dedans. Hein. Et ça va taper dedans. Et en fait, tu peux être sur Solana avec 0 sol. Tu peux quand même signer des transactions. Donc ça, c'est la première version. J'ai déposé de l'USDC via Base dans le tank, gas tank, ouais. dans le gas tank, et donc ça permet de me payer mes frais de transaction sur Solana, quoi. N'importe où. N'importe où. Ouais. Et c'est ça. Alors ça, c'est la première abstraction qui est au niveau du wallet. Et après, nous, l'idée, c'est de l'implémenter directement en fait dans l'API. Et en fait, comment ça fonctionne ensuite, ça vient récupérer ces montants-là en fait sur le montant que tu mets. C'est par exemple, je veux transférer un Bitcoin à de l'Ether, et bien du coup, dans le résultat de l'output, cette partie de gaz en fait sera récupérée par le protocole. Ok. Et il n'y aura pas besoin en fait de. Là, en fait, c'est un peu débile comme cas d'usage parce que Bitcoin, évidemment, tu payes en Bitcoin des frais. Ouais. On va dire bon, tu es sur Ethereum, tu n'as pas Ethereum, tu as de l'USDC. Ça viendra prendre en fait sur ton output USDC quoi. Ok, d'accord, ouais, je vois. Et j'en ai parlé un tout petit peu avant des intents, parce qu'il y a aussi pendant un moment on en a entendu parler partout, bon ça s'est un peu calmé. Qu'est-ce que c'est exactement ces intents et en quoi est-ce que c'est ou ce serait potentiellement révolutionnaire pour les échanges inter-blockchain? Alors ouais, il y a les intents, pour faire simple, c'est un mot qui a été... Alors je crois que c'est sur Uniswap, ça avait été inventé initialement. Mais en gros, c'est juste pour dire une suite d'actions en fait, en une seule action. C'est par exemple, au lieu de faire un approval, de faire un transfert, un machin, enfin signer 3 transactions, que ça batche le tout en une seule quoi. Donc du coup, en termes d'expérience pour l'utilisateur, c'est quand même vachement mieux quoi. Alors, on est quand même sur un truc, au lieu de signer 3 transactions, j'en fais une. Sur Cosmos par exemple, c'est hyper bien développé parce que tu peux mettre justement toutes tes intentions d'exécuter des smart contracts, etc. dans les mémos. Donc c'est-à-dire que je peux dire, je suis sur Atom, enfin sur Cosmos Hub, transfère-moi mes atomes sur Osmosis, échange-les contre, je sais pas, du liquid stake asset, envoie-les là-bas pour faire du lending borrowing et renvoie-moi ma partie de borrow par exemple. Et ça, tout ça en une transaction. C'est quand même assez excellent quoi. Alors au lieu de je transfère mon token, je vais sur l'autre blockchain, je signe ma transaction de swap, je vais sur le truc pour l'autre application pour faire mon lending borrowing. T'imagines tout ça en une seule transaction? Oui, les intents c'est très important. Il y a déjà des interfaces sur Cosmos qui permettent justement parce que pour le moment tu dois remplir ton mémo à la main ou... Non. Ah oui. non, c'est géré bien sûr par l'interface. Donc généralement c'est l'interface que tu utilises qui envoie au wallet et du coup le wallet sert juste de signer quoi. Okay. Il vient signer. Et derrière les intents, j'avais creusé un petit peu. Il me semble qu'il y a aussi certains market makers ou certains qui te permettent de faire justement les échanges interchaînes parce qu'eux ils sont présents partout entre guillemets, c'est leur job. Et donc grâce à eux, ça permet de faire des transactions très fluides et très rapides. Mais par contre, il y a le côté un peu black box, on ne sait pas trop ce qui se passe exactement quoi. Alors ouais, alors alors justement là-dessus
Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est vraiment ce qu'ils vont appeler, du coup, comment tu fais pour échanger des tokens de façon un peu plus P2P pour que, du coup, bah, ça s'exécute plus vite. Parce que, bah, par exemple, entre certaines blockchains, les bridges, tout ça, c'est lent. Hein. Genre, si CTP, ça peut être 20 minutes pour juste transférer ces dollars, c'est un peu long. Torchain, ça peut être plus long encore. Donc, comment tu fais pour le réduire à quelques secondes? Donc, le network de solver, c'est en fait des gens qui viennent bah, dire bah, tiens, si tu vends ton truc à tel prix, je le récupère et moi je te donne de l'autre côté, mais je prends un petit frais en fait pour le risque entre guillemets que je prends à exécuter la transaction. Donc ça solve potentiellement deux trucs. Donc la partie intent où du coup tu n'as pas forcément à faire plein de passages, mais c'est vraiment juste le main de middle qui va faire le job quoi. Et bah, la partie vraiment exécution qui est vachement plus rapide. Après, il y a ce cas-là. Après, du coup, tu relais encore une fois sur quelques entités. Tu peux faire ça oui, avec des market makers, par exemple. Mais bon, du coup, ça reste pour moi le protocole lui-même. Enfin, il ne rend pas vraiment aux utilisateurs dans ce cas-là. Et du coup, sur Jackchain, c'est pas du tout la direction que... Alors, ouais, nous, on a une direction un peu différente. Pour moi, les intents, en fait, le problème déjà, c'est que ça fonctionne par écosystème. Genre, le modèle d'intent sur EVM, il fonctionne que pour les EVM. Il ne fonctionnera pas sur Cosmos. Et celui sur Cosmos ne fonctionnera pas sur EVM. Alors, voilà. Chacun a sa structure. Ça peut marcher par écosystème. Donc, si tu dois l'employer en fait pour chaque, c'est très compliqué à intégrer pour gérer toutes les logiques. Donc, déjà, c'est un bordel pas possible. Et si en plus tu veux du coup faire du cross-chain et du coup gérer les logiques entre chaque, alors là, c'est clairement un cauchemar. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de gérer ça. On a une approche un peu différente. Et je pense surtout, en fait, l'idée, c'est comment tu récompenses aussi bah, du coup, tes utilisateurs. Comment tu fais en sorte qu'il y ait de la liquidité sur tous les écosystèmes. Et je pense que là, la prochaine step, c'est maintenant, OK, on a de la liquidité, on commence à avoir du SDC un peu partout. Ça transite bien, etc. Mais du coup, maintenant, c'est bah, comment tu fais en sorte déjà que parmi tous ces écosystèmes, tu gères bien le yield de chaque écosystème, comment tu le rebalances, comment tu vas faire en sorte que justement enlever les problèmes de bridge et de sécurité. Et là, en fait, on travaille sur un modèle qui est un peu différent de ce que font les autres. Certains diront que c'est plus centralisé. Je pense que les systèmes centralisés fonctionnent mieux dans l'exécution sur beaucoup de cas. Et pourtant, bah, c'est pas un problème en fait. Je vois pas trop de problème à ça. Et du coup, en fait, voilà, tu viendrais en fait ne plus faire de bridge ni quoi que ce soit. Ça serait vraiment en fait juste comme si tu envoyais de l'argent à une adresse et ensuite on te la redéployait en fait de l'autre côté. Et ça en fait, ça permettrait en fait de juste bah, du coup faire des transactions entre les pools de liquidité de chaque écosystème qui viennent se rebalancer. Donc déjà, il y a une partie yield qui vient se créer là-dessus. Tu récupères des frais, évidemment, que tu viens appliquer pour les transactions. Et derrière, tu viens réémettre de l'autre côté, en fait, pour l'utilisateur. Donc tu enlèves les problèmes de risque des bridges. Tu enlèves les problèmes d'exécution sur les longs temps, par exemple, que peuvent avoir les bridges. Parce que là, du coup, en fait, tu le fais en quelques secondes, parce que tu peux compute les validations en quelques secondes. Un exemple un peu concret, par exemple quand je veux transférer... Bah là, par exemple, je te dis un truc tout bête, mais si tu voulais faire, par exemple, de l'Ether à du Solana, bah là, tu devrais utiliser un bridge, par exemple. Dans notre cas, l'idée, ça serait d'arriver à un truc où tu fais de l'Ether à du SDC, et bah, y a un frais forcément qui s'applique là-dessus, mais via nous, en fait. On serait un peu comme le AAM, en gros. Et derrière, nous, on te redéploie via l'USDC sur Solana. On te redéploie le Solana que tu as acheté, quoi, en gros. Et dans ce cas-là, en fait, ça se fait en quelques secondes. Tu n'as pas besoin de relayer sur d'autres entités. L'avantage, c'est que du coup, pour tes holders, il y a un intérêt, parce que c'est vraiment économique pour si tu as un jeton et que ton économie est backée dessus, bah, du coup, ça fait partie du protocole et ils sont rémunérés plus il y a deux. Donc ils ont un intérêt à mettre de la liquidité dessus. Ils ont le yield balancing s'ils viennent déposer du SDC ou autre pour ajouter de la liquidité. Et en fait, tout le monde est gagnant. Et c'est ce qui n'existe pas actuellement, je pense, dans tous les protocoles de messaging. Je trouve que les économies sont trop backées sur leur token plus que sur quelque chose de stable. Donc déjà, ça pose des risques.
de volatilité, etc. Et surtout en termes économiques, ils ont besoin de récompenser les validateurs, par exemple pour Axelar ou autre. Et du coup, bah, ça reste quand même un truc qui fonctionne tant que ça fonctionne, quoi. Mais s'il n'y a plus d'incentive, au bout d'un moment, bah, les gens, il n'y a plus de sécurité, quoi. Ils vont s'arrêter, quoi. Alors que sur un modèle plus centralisé de liquidité, tout le monde a de l'intérêt. Nous, on abstrait en fait toutes les couches d'écosystème. Donc si tu as de l'USDC sur Solana, sur Cosmos ou quoi que ce soit, tu peux apporter de la liquidité, il n'y a aucun problème. On ne dira pas, enfin on s'en fout en fait que l'USDC est en train de yield sur telle partie ou telle partie, et le mec il veut ses 10%, il reste ses 10%, quoi. Et l'idée c'est que là en fait nous on viendrait tout sourcer, et voilà, on exécuterait en plus de tout sourcer, donc les parties de yield balancing, DeFi, etc. Tu auras aussi du coup cette accessibilité de bridge, cross-écosystème, cross-chain, et plus de problème. Okay. On n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est la vision que j'ai actuellement pour ce qu'on devrait déployer sur 2025. Ok, ça marche. Donc en fait, plein de pools USDC sur plein de blockchains différentes. C'est ça. C'est un peu comme tu pourrais avoir, je sais pas, Circle qui émet ses USDC partout. Bah là, on aurait une pool en fait sur chaque partie qui serait une pool d'USDC ou USDT, enfin un pool de stable quoi en gros. Et tu viens juste sourcer via ça. Évidemment, on a toujours notre agrégateur derrière qui viendrait exécuter comme d'habitude. Et derrière, en fait, soit ça passera via le bridge parce que du coup, ça aura un meilleur rate, soit ça passera par le protocole parce que c'est plus rapide. Tu auras le choix en fait, un truc plus rapide ou un truc plus rentable, quoi. Okay. Mais l'idée, bien sûr, il faut commencer à sourcer la liquidité, il faut commencer à mettre en route le protocole. C'est comme, je sais pas, un exemple très concret, c'est Chainflip qui s'est lancé il n'y a pas trop longtemps quand même, qui est un concurrent un peu de Torchain, qui fait du Bitcoin à Ethereum, mais aussi du Bitcoin à Solana en natif. Et pareil, eux ils routent tout via USDC. Et ça a mis un peu de temps à se lancer, le temps que les LP viennent vraiment balancer de la thune pour justement sourcer la liquidité. Et ensuite effectuer des transferts de, je sais pas, 30 000 $, 50 000 $. Et petit à petit tu montes. Et là maintenant tu peux faire des transferts de 200 000 $ sans que tu aies vraiment un vrai impact, quoi. Donc ça met un peu de temps, mais donc du coup c'est bien d'avoir d'autres solutions pendant ce temps-là. Et quand même continuer à sourcer cette liquidité. Et après petit à petit le mettre en place sur quelque chose de fonctionnel, complet. Ok, bon, super intéressant. De toute façon, on va suivre ça avec attention. Ouais, j'espère. Donc on verra un petit peu comment est-ce que ça va évoluer, toute cette interopérabilité-là. Parce que c'est vrai que c'est quand même un gros sujet si on veut simplifier l'utilisation de la crypto pour tout le monde. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir les deux. Comme je disais, du coup, donc, un protocole un peu différent, qui n'utilise pas les bridges, et quand même les bridges. Je pense que les deux vont cohabiter. Après, bon, c'est plus en termes d'application, comment les gens vont faire en sorte de l'implémenter pour que ça soit le moins visible possible, quoi. Ok, merci beaucoup Adrien. Merci à toi. À bientôt. Salut.